Facebook Live du 9 juillet et je vais vous parler de Business Requirements Document, BRD, pour l'acronyme, puisqu'en Business Analyse et en projet de système d'information, il y a beaucoup d'acronymes d'ailleurs. Je vais également me présenter pour commencer, puisque tout le monde ne me connaît pas forcément. Donc je m'appelle Alice Facci et je suis business analyst depuis 2008, je suis formatrice et je suis également aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr. Et puis depuis le début d'année, j'ai rejoint le conseil d'administration de l'IIBA, International Institute of Business Analysis, le chapitre France. Voilà, alors j'ai institué depuis avril des Facebook Live hebdomadaires où je réponds à vos questions, à des questions que vous vous posez, que vous me posez du coup. Donc j'ai pas mal de moyens d'être contacté. Vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez utiliser Facebook aussi, Messenger, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de moyens de me contacter. Vous pouvez regarder aussi sur mon blog, j'ai des formulaires de contact. Voilà, donc tous les moyens sont bons pour que vous me posiez vos questions. Et si ça se trouve, cette question, et d'ailleurs c'est souvent le cas, c'est aussi des questions que bien d'autres business analystes, aspirants ou débutants se posent. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, n'hésitez pas à m'envoyer toutes ces questions. Ça aidera aussi à ce que j'alimente ces lives, parce que c'est quand même une fréquence assez rapprochée, hein, toutes les semaines. Il faut que j'ai quand même un nouveau sujet à aborder. Et parfois, j'ai des questions qui sont extrêmement redondantes. Donc je n'y réponds pas parce que tout simplement, j'ai déjà abordé le sujet lors de précédents lives. Voilà. Alors, aujourd'hui, je réponds à la question de Lamia qui se demande ce que doit contenir un Business Requirements Plan. Alors, c'est pas exactement l'intitulé de ce Facebook Live, puisque moi je parle de Business Requirements Document. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est pas exactement la même terminologie, tout simplement parce que personnellement, je connais les Business Requirements Documents, les BRD, Business Requirements Plan, je ne connais pas. Alors, je ne sais pas s'il y a une subtilité avec le fait que ce soit un plan ou un document. Je pense que c'est vraiment la même chose. Je connais suffisamment maintenant, j'ai beaucoup de recul sur la business analyse, donc je pense que c'est vraiment la même chose. Néanmoins, Lamia, si après ce live, tu penses que c'est pas la même chose, que le document qu'on te demande de rédiger, c'est pas la même chose que ce que je vais expliquer dans cette séance d'aujourd'hui, bah, tu m'envoies un petit message et on verra ensemble de quoi il s'agit plus précisément pour que j'y réponde, peut-être dans un autre live, mais franchement, je pense que je vais répondre avec le Business Requirements Document exactement à ta question. Alors, juste également avant de commencer, il faut que vous sachiez en termes on va dire de nom de document, que les entreprises, ils peuvent arriver qu'à créer elles-mêmes le nom de leur propre livrable. Donc ça peut prêter à confusion. Donc là, vous voyez, j'étais pas totalement sûre que Business Requirements Plan, la question donc de Lamia, soit exactement la même chose que Business Requirements Document, qui est le document, le livrable que je connais. Par exemple, les spécifications fonctionnelles détaillées, SFD, l'acronyme SFD, on peut aussi le rencontrer sur la terminologie anglo-saxonne, DFS, Detailed Functional Specifications, ou encore sous le terme de Detailed Functional Requirements, DFR. Pourtant, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà. En fait, le contenu, plutôt la forme, et plus que le fond, ça peut également évoluer parce que l'entreprise, parfois, elle normalise, même souvent, elle normalise sa documentation et donc elle se base sur des modèles à compléter, mais néanmoins, le contenu et on va dire les objectifs principaux du document sont les mêmes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je connais, du Business Requirements Document. Comme d'habitude, un petit plan. Alors, je vais faire une introduction sur cette notion de BRD. Je vais vous expliquer également ce qu'est un BRD, quels sont ses objectifs. Avant de vous donner les éléments du BRD, je vais quand même faire un petit point sur la différence entre spécification fonctionnelle détaillée, SFD, et BRD, Business Requirements Document, parce que c'est souvent confondu, mais ça n'est pas du tout la même chose. Donc, je vous expliquerai ça également. Après, je vais également vous expliquer les éléments d'un BRD et je vais vous donner également 7 conseils pour écrire un bon Business Requirements Document. Alors, je fais une petite pause avant de commencer pour voir si vous nous avez rejoints. Oui, bonjour Philippe, bonjour Anne, donc ça va, tout le monde est là et tout le monde me reçoit. C'est parfait. Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette notion de BRD ? Donc, il faut savoir déjà que c'est un document très important, c'est à la limite la base de tout projet de système d'information réussi. En tout cas, c'est la base d'un projet réussi quand il est bien rédigé. Le BRD, il va décrire quoi ? Il va décrire en fait les problèmes métiers
que le projet va tenter de résoudre et il va aussi décrire les résultats attendus de la solution cible. En d'autres termes, en fait, ça va décrire la valeur ajoutée du projet. Donc lorsqu'il est bien rédigé, j'insiste, lorsqu'il est bien rédigé, le Business Requirements Document, c'est un fil conducteur sur le projet et c'est aussi ce document en fait, qui permet aux intervenants, aux parties prenantes de partager la vision et les objectifs métiers à atteindre. Alors, malheureusement, comme beaucoup de documentation sur les projets de système d'information et beaucoup de documentation malheureusement en business analyse, ça peut être aussi une source d'ambiguïté quand c'est mal rédigé et voire ça peut ne pas être strictement appliqué si en fait la discipline de l'analyse métier n'est pas assez connue au sein d'un projet. Le BRD peut être considéré comme une sorte de cahier des charges et puis après on fait abstraction puis on fait autre chose, on mène sa petite vie sur le projet sans se référer à ce document qui est un document pourtant fondateur. Donc voilà, donc source d'ambiguïté quand c'est mal rédigé, parfois pas strictement appliqué sur le projet de système d'information, ce qui à la fin donne une solution qui ne correspond pas à la vision métier. Et puis pour revenir à la notion de bonne rédaction, et bien parfois c'est tellement mal rédigé, malheureusement. Alors mal rédigé, ça peut être simplement parce que la personne qui l'a rédigé ne sait pas comment le faire, ou l'a jamais fait auparavant et elle fait comme elle peut, comme elle pense être bon. Soit parfois, et je le rencontre souvent sur les projets de système d'information, il faut l'écrire en anglais. Donc un Français, par exemple, qui ne parle pas très bien anglais, et c'est fréquent malheureusement, va rédiger ce document à la française avec plein de termes ambigus, ils ne sont pas appropriés, et donc forcément, ambiguïté qui se répète et qui se répercute après sur le reste du projet. Donc ça peut vraiment faire dérailler un projet de système d'information. C'est dommage, je ne peux pas vous montrer un PowerPoint, mais c'était une infographie. Alors, je vais essayer d'être visuelle dans ma manière de la présenter. Mais en fait, j'avais fait une infographie qui était tirée du Standish Group Chaos Report. Donc, c'est une enquête internationale que fait régulièrement le Standish Group auprès de plein de pays dans le monde entier pour cibler les réussites ou les échecs des projets de système d'information. Donc, je vous laisse regarder dans mon blog, il y a des articles là-dessus. Mais notamment, il y a un taux d'échec qui est juste gigantesque, qui est celui de 71%. 71%, c'est quoi? C'est le taux de projets informatiques qui échouent. C'est une statistique qui est assez récente. J'avais publié une statistique qui était un peu trop ancienne, qui donnait 86%, je crois, de taux d'échec. Ça, c'était avant l'application fréquente et courante de l'approche agile. L'approche agile a permis de faire baisser un peu ce taux d'échec, néanmoins il reste encore énorme. Donc 71% des projets informatiques échouent. Échouent, c'est-à-dire soit ils s'arrêtent en cours de route pour 19%, soit ils sont en difficulté. En difficulté, ça veut dire qu'il y a soit le budget a complètement déraillé, soit c'est les délais, soit la valeur ajoutée ou les fonctionnalités, le périmètre fonctionnel ne correspond pas aux objectifs initiaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un projet en difficulté. Ça signifie quoi? Qu'il n'y a que 29% des projets qui réussissent. Et dans le top 5 en fait, des facteurs d'échec, on retrouve notamment objectifs métiers peu clairs. Objectifs métiers peu clairs, et bien normalement, ces objectifs métiers, ils devraient être expliqués dans le Business Requirements Document ou le cahier des charges, s'il inclut, alors c'est pas l'objet du cahier des charges, mais souvent le cahier des charges est utilisé pour inclure les besoins métiers à l'intérieur. Il y a également tout ce qui est document de cadrage. Donc ça, ce sont des documents de pré-projet ou de début de projet qui ont pour objectif de mettre à plat les objectifs métiers et les mettre à plat, mais de manière claire. Et bien, quand c'est pas clair, on retrouve ces projets de système d'information dans le taux d'échec des projets informatiques. Alors maintenant, parlons un peu plus précisément de ce que c'est que ce Business Requirements Document. Donc la définition, c'est un document qui décrit les aspects métiers d'un projet, c'est-à-dire les besoins et les attentes de l'utilisateur, le but de la solution à déployer. Également, il décrit les contraintes de haut niveau qui pourraient avoir un impact sur le succès de la mise en œuvre du projet. Je vous donnerai beaucoup plus de détails et des éléments clés ultérieurement dans ce live. Donc, je répète l'objectif principal. D'abord, il doit servir de ligne directrice, de fil rouge aux parties prenantes, afin de s'assurer que le projet va rester aligné sur les objectifs généraux de l'entreprise. Vous voyez, on ne parle pas de solution, on parle de métier, vision métier. Ensuite,
avec cette vision métier, ça va permettre plus tard, lorsque vous allez passer dans la partie solution technique, ça va vraiment permettre de prioriser les choix de conception et de développement. Donc ça sera un document vraiment auquel il faut se référer pour être sûr qu'on priorise correctement. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut aussi l'appeler document de cadrage. Honnêtement, c'est pas super évident, ça dépend des entreprises. Il y a des fois, le document de cadrage, il inclut le BRD. Des fois, c'est un document à part. Ça dépend de la complexité du projet, ça dépend du contexte de l'entreprise. Mais un document de cadrage, pour moi, c'est pareil qu'un BRD. La manière dont je le fais, en tout cas, c'est pareil qu'un Business Requirements Document. Voilà, donc moi, personnellement, je nomme ça un document de cadrage. Voilà. Donc ça peut faire partie des documents de tout début de projet, c'est-à-dire une fois que le go a été prononcé par les managers, ils ont mis le budget sur la table et ils sont d'accord pour lancer le projet, bien, ça fait partie des documents de tout début de projet. Et parfois, on le rencontre en avant-projet. Sur certains projets, on considère qu'un projet n'est lancé qu'à partir du moment où on a sollicité une maîtrise d'œuvre, une société de service, par exemple pour la partie développement. Et donc ce go projet arrive au moment du lancement de la solution technique. Donc c'est un peu subtil, je suis désolée, je ne peux pas l'expliquer plus avant dans ce live, sinon ça va durer trop longtemps. Je suis un peu spécialiste des lives qui dérapent en termes de temps. Mais voilà, sachez que c'est un document en pré-projet parfois, en début de projet très souvent. Alors pour lever une ambiguïté aussi, ça c'est important, le cahier des charges ne devrait pas être un BRD, ne devrait pas être un document de cadrage. Pourquoi? Parce qu'un cahier des charges, ça doit adresser les éléments, on va dire, commerciaux et contractuels. Ça ne devrait pas adresser exclusivement les documents métiers. Alors souvent, avec le cahier des charges, on a des annexes et on peut avoir en annexe un BRD, un document de cadrage. Souvent, alors j'aime pas que ça soit mélangé. Pourquoi? Parce que après, ça induit des vraies batailles, on va dire, entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Donc certains se basent sur le cahier des charges pour développer une solution, alors que dans le cahier des charges, c'est pas forcément décrit de manière suffisamment précise pour élaborer une solution. Et dans d'autres cas, le cahier des charges est hyper détaillé forcément, puisque dedans on a souvent mis un BRD, qui ne donne peut-être pas son nom, mais le BRD est dedans, et auquel cas on peut se rattacher au cahier des charges pour faire la conception fonctionnelle et la conception technique de la solution. Mais moi je préfère dissocier les deux, parce qu'un cahier des charges a vraiment une vocation commerciale avant tout, il faut l'avoir en tête. Je voudrais aussi, oui, c'est mon autre point, faire une petite levée d'ambiguïté également sur les SFD et le BRD. Donc SFD, spécification fonctionnelle détaillée. BRD, Business Requirements Document, en français, document d'exigence métier. Donc, document d'exigence métier, spécification fonctionnelle détaillée. Si vous commencez la business analyse, ou même vous êtes chef de projet et vous commencez, c'est peut-être quelque chose qui est très ambigu dans votre tête, mais je vais vous expliquer la différence parce que c'est très important avant de rentrer dans le détail de ce qu'est un BRD. Le BRD, il décrit les besoins métiers, il décrit le quoi, la vision. C'est un document de haut niveau et qui est rédigé du point de vue du client, ses besoins métiers. Les SFD, spécifications fonctionnelles détaillées, ça va décrire le comment. Ça va décrire en fait comment le logiciel va répondre aux exigences métiers. Donc elles sont plus spécifiques, même beaucoup plus spécifiques, très ciblées, et elles vont être rédigées non pas du point de vue du client, mais du point de vue du système cible. Solution technique, vous voyez, c'est vraiment différent. Les exigences fonctionnelles, donc les SFD, vont représenter les moyens de mise en œuvre pour répondre aux exigences métiers de l'entreprise et du client. Donc la distinction, elle a l'air subtile, mais elle n'est pas subtile du tout quand on connaît un peu mieux. Et elle est même fondamentale parce que, encore une fois, si vous voulez faire une bonne conception fonctionnelle ultérieurement et vous baser sur des besoins métiers clairs et non ambigus, vous devez vraiment comprendre la différence. Je vais vous donner un exemple d'une machine à café. Alors, une machine à café, un exemple de tous les jours. Le besoin, c'est, admettons que vous êtes une entreprise, votre besoin, c'est de permettre à vos collaborateurs de se servir du café facilement pendant leur pause, sans amener leur propre petit café, leur matériel, on va dire, personnel. Donc ça c'est le besoin métier, servir du café aux collaborateurs.
Dans les besoins métiers, ça pourrait être de dire, par exemple, il faut que les collaborateurs, ils n'aient pas besoin d'amener la monnaie systématiquement, donc qu'on puisse payer avec un moyen, par exemple une clé prépayée, par exemple. C'est pas la solution n'est pas donnée, on veut que les collaborateurs n'aient pas à amener leur monnaie tout le temps. On veut également que la machine à café elle permette de distribuer 10 sortes de cafés différents, que ça permette également de servir une centaine de collaborateurs pour l'étage, etc. Donc ça, c'est les besoins métiers. Et ça serait entre guillemets le BRD, Business Requirements Document. Et après, les SFD, ça serait de dire, ok, alors ma machine, elle va avoir telle dimension, on va mettre une fonctionnalité de sélection du café, d'annulation de la commande, d'insertion des pièces. On va aussi mettre une fonctionnalité de, pourquoi pas, paiement par carte bancaire ou de rechargement par carte bancaire. On veut mettre une fonctionnalité pour sélectionner la quantité de sucre. Et en fait, voilà, ça, on est côté solution. Ça serait les spécifications fonctionnelles détaillées. Et ces fonctionnalités vont être décrites de manière précise. On va dire, par exemple, lorsque l'utilisateur appuie sur une sélection de café, s'il n'a pas encore inséré de la monnaie, alors ça va lui afficher le prix de la boisson. S'il a déjà inséré de la monnaie, ça va générer la fabrication de la boisson. Vous voyez, donc ça c'est le comment, SFD. Voilà. Donc j'espère que c'est clair, que vous comprenez mieux la différence entre BRD, besoin métier, SFD, exigence de la solution. Voilà, alors, à présent, quels sont les éléments clés d'un BRD? Alors la plupart des entreprises utilisent des templates, des modèles de documentation et en général, en fait, ça leur permet tout simplement de standardiser les éléments qu'elles veulent retrouver dans tous leurs projets. Voilà, elles ne veulent pas s'amuser à avoir des formats qui changent en fonction des projets et des personnes, tout simplement parce que d'abord, c'est plus facile à relire, parce qu'une fois qu'on est habitué à un standard, la relecture se fait plus facilement, on ne se pose pas 10 000 questions, et puis ça permet de faire de la gouvernance de manière plus simple également, de faire du retour d'expérience plus facilement, etc., etc. Donc ça permet de transmettre l'information de manière claire, plus claire, et en tout cas comprise par l'ensemble des collaborateurs. Donc, vous aurez sans doute un template, un modèle de document fourni par l'organisation cliente. Si ce n'est pas le cas, je vais vous donner les éléments à insérer. Mais comme je vous ai dit en introduction, la forme peut varier. Donc vous pouvez avoir des paragraphes qui ne sont pas toujours les mêmes, le libellé pas toujours le même, pas forcément au même endroit dans le document. Mais néanmoins, ça va toujours avoir le même objectif de décrire les besoins métiers. Et donc vous aurez grosso modo les éléments et les sections suivantes. Alors, vous aurez d'abord l'objectif et la description du projet. La vision métier, donc pourquoi on lance ce projet, quel est l'objectif poursuivi, les objectifs, donc de manière plus concrète, quels sont les objectifs du projet, et puis le contexte. Pourquoi est-ce qu'on va lancer, on a besoin de lancer ce projet, quel est le contexte de la demande d'évolution, du besoin de changement. Puisque je vous rappelle, un business analyst, il intervient lorsqu'il y a une demande d'évolution ou un besoin de changement métier. Donc ça, c'est la première section. Après, vous avez souvent également ce qu'on appelle les facteurs de succès. Qu'est-ce qui va faire que côté métier, l'entreprise va considérer que le projet sera un succès. Donc ça, elle va donner ces différents éléments qui vont pour elle être significatifs. Ensuite, vous aurez également le périmètre du projet. Alors le périmètre du projet, mettons que vous êtes une grande entreprise, il y a plusieurs, pas mal de produits et de services qui sont commercialisés. Peut-être que votre projet va concerner qu'une certaine gamme de produits. Ou alors peut-être qu'il va concerner qu'une filiale ou 2 filiales ou que la maison mère. Ou peut-être qu'il va considérer alors je sais pas, le périmètre du projet, en fait, je ne peux pas vous donner d'exemple parce qu'il y en a une multitude, mais toujours est-il que ça permet de vraiment expliquer dans quel contexte et quel périmètre cette solution devra être mise en œuvre. Et c'est super important. Dans tous vos documents, il faut que vous ayez en tête le périmètre du projet. Dans cette partie-là, vous aurez également ce qu'on appelle le as-is et le to-be. Donc as-is, c'est l'existant, et le to-be, c'est la solution cible. Donc souvent, on peut très bien vous dire, le
projet, actuellement, voilà la situation ASIS qu'on va vous décrire, par exemple des processus métiers existants. Et voilà le to be, voilà ce qu'on veut obtenir comme résultat dans une cible, un périmètre qui va être différent. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on voit dans le BRD, qu'on doit voir à chaque fois, c'est la situation existante versus la solution cible qui va être poursuivie par ce projet. Ensuite, vous avez également tout un paragraphe qui va parler des parties prenantes principales. Donc là, quand on va mettre en place un projet, ça va répondre à des besoins de parties prenantes. Parties prenantes, ça peut être en interne ou en externe. C'est toutes les personnes ou les organisations qui ont un intérêt direct ou indirect à la mise en œuvre de ce projet. Donc si c'est par exemple un projet de RP, de déploiement de RP, on va par exemple nommer tous les départements qui vont après utiliser, le département des achats, finances, logistique, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut exister dans un logiciel de RP. On peut aussi peut-être vous nommer des parties prenantes extérieures, par exemple des administrations publiques, qui auraient un intérêt indirect à la mise en place de ce projet. Il y a une époque aussi, j'avais fait une mission pour une société de croisière. Les parties prenantes extérieures, ça pouvait être par exemple les autorités locales dans les ports d'escale qui avaient besoin de recevoir par exemple la liste j'ai oublié le nom des passagers, voilà, qui allaient débarquer à ce port d'escale. Donc, ils avaient besoin d'avoir toute la liste très détaillée avec les passeports, etc. Eh bien, c'est pas eux qui allaient utiliser le logiciel, mais ils étaient intéressés indirectement puisque le logiciel devait être capable de fournir cette information pour répondre aux besoins de cette partie prenante extérieure. Donc voilà, très important, l'identification des parties prenantes principales. Après, eh bien, vous allez décrire de manière de haut niveau, mais quand même très précise, les besoins métiers auxquels le projet devra répondre. Je vous ai parlé de la machine à café. Alors, c'est ultra simplissime, mais effectivement, c'est cette notion-là que je veux vous inculquer. Ce sont les besoins métiers qui vont être décrits à cet endroit-là. Vous aurez souvent d'ailleurs, par exemple, des diagrammes de processus insérés dans cette partie-là. Après, vous aurez un autre paragraphe qui va parler du périmètre et de la portée de la solution. Donc là, on ne va pas réellement parler de la solution technique, mais on va déjà commencer à, malgré tout, envisager quel type de solution technique pourrait être envisagée. Notamment, je parlais d'un ERP. Dans le BRD, vous pouvez tout à fait dire notre organisation a décidé de s'appuyer sur un déploiement, l'utilisation d'un ERP pour répondre à ses besoins métiers. Donc là, vous pouvez très bien parler de l'ERP en expliquant quelle partie prenante ou quel département cela va inclure. Par exemple, si vous avez SAP, il y a plusieurs modules, donc module logistique, module financier, etc. Il peut très bien, ce projet, dans une première vague, ne s'adresser qu'à un département financier, par exemple. Et peut-être dans une autre vague, élargir avec des modules logistiques, etc. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez le noter. Donc, vous n'allez pas rentrer dans le détail de la solution, attention, mais vous allez quand même, à cet endroit, pouvoir indiquer quelle est votre cible au niveau de la solution. Après, il y a tout un paragraphe qui va parler de la contrainte, ou des contraintes plutôt, du projet. Ici, idéalement, ça doit être uniquement des contraintes métiers. Par exemple, vous devez respecter telle ou telle norme, telle ou telle réglementation. Voilà. Donc ce projet, la solution qui devra être déployée devra respecter telle ou telle norme ou décret ou loi ou peu importe. D'accord ? Dans l'aéronautique, on a une contrainte très très forte qui est les autorités internationales de régulation. Et par exemple, on est contraint par l'EASA. Voilà. Donc ça sera des contraintes projet qui peuvent être indiquées là. Là où je dis idéalement, c'est que certaines entreprises, dans cette partie-là, elles vont rajouter les informations du cahier des charges. C'est pour ça que parfois c'est ambigu. C'est que certaines entreprises, dans les contraintes du projet, elles vont y mettre le calendrier et le budget. Mais moi, je vous dis qu'il ne faut pas le mettre là. Mais encore une fois, vous avez un template, vous, en tant que business analyst. Donc, si le template, le modèle fourni par votre entreprise nécessite de remplir le budget et le calendrier, vous allez être obligé de faire ça. Pour moi, ce n'est pas une bonne pratique. Mais encore une fois, il faut être flexible. Il faut aussi répondre à ce que veut l'organisation.
Ensuite, une dernière chose qui est importante également, c'est souvent d'ailleurs un paragraphe qui n'est pas complété, puisqu'il y a des paragraphes, mais parfois il n'y a rien dedans. Et là, c'est les mesures de contrôle et de la qualité. En fait, c'est des indicateurs qui permettent de vérifier l'adhérence de la solution aux besoins métiers, des KPI, Key Performance Indicators. C'est une vraie réflexion. Quels sont les indicateurs que vous pourriez mettre en place pour vérifier que le projet il est dans les clous et qui répond aux besoins métiers en termes de qualité et de réponse aux besoins. Bien souvent, en fait, c'est vrai que ce paragraphe n'est pas complété. Voilà, donc le BRD il inclut fréquemment la cartographie des processus métiers existants. Parfois aussi peut inclure les besoins de formation. Je parlais d'un ERP, si on a un nouvel ERP, forcément pour s'assurer du succès du déploiement d'une nouvelle solution, il faut que les utilisateurs y soient formés. Ça sera un lot qui sera également qui fera l'objet de besoins métiers particuliers. Par exemple, si vous avez une entreprise internationale avec des utilisateurs dans pas mal de pays, eh bien, il faudra vraiment décrire de manière besoins métiers, en fait, les besoins métiers liés à cette nécessité de formation utilisateur. Tout ce qui est conduit du changement, etc. aussi peut être indiqué dans cette partie-là. Avant de terminer, je vais vous donner 7 conseils pour écrire un bon Business Requirements Document. Premièrement, il y a le recueil de l'information, le recueil des besoins métiers. Et pour faire un bon recueil des besoins métiers, il faut s'appuyer sur les bonnes techniques. J'en ai déjà parlé plus d'une fois, donc je vous renvoie à d'autres lives ou à mon blog, les techniques d'élicitation, donc de recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle. Ces techniques-là, elles se définissent en fonction du besoin. Donc il y a des techniques spécifiques pour le recueil des besoins métiers. Et donc c'est vraiment le premier conseil que je vous donnerai, c'est d'identifier la bonne technique et surtout de vous préparer très soigneusement. Si c'est pas bien préparé, si c'est fait à l'arrache parce qu'il n'y a pas le temps, eh ben, sachez que votre BRD, il y a peu de chances qu'il soit bien décrit, complet. Et ok, le document existera, mais derrière, comme il n'aura pas été complet, il va mener à beaucoup d'ambiguïté et à d'erreurs. Donc, vraiment, l'élicitation, première chose. Deuxième chose, commencez votre gouvernance du recueil des exigences dès maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que vous recueillez des besoins, des exigences métiers, il faut que vous réfléchissiez à une manière d'organiser en fait ce recueil pour pas avoir un coup c'est dans un email à tel endroit, un autre coup c'est écrit sur papier, je sais plus où, sur un post-it. Vraiment recueillir soigneusement toutes ces exigences parce que après ça va resservir énormément en fait au projet et notamment ça va permettre de faire le lien entre les exigences techniques de la solution, donc la conception fonctionnelle de la solution, ce qu'on a dans les SFD, et les besoins métiers qui auront été déjà collectés dans ce BRD. Donc, commencez votre gouvernance dès maintenant. Troisième conseil, l'identification des parties prenantes. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 secondes. Il faut prendre vraiment du temps pour les identifier soigneusement. Utilisez le RACI, qui est une matrice qui permet d'identifier qui est responsable. Ça, c'est le R de RACI. Qui est alors responsable dans l'ensemble réalisateur en français. Là, il y a souvent d'ailleurs des confusions entre le R et le A, puisque en anglais, R c'est responsible, en français c'est plutôt le réalisateur, mais quand c'est mal traduit, on dit responsable. Donc c'est déjà une erreur de traduction. Le A du RACI, c'est accountable en anglais, c'est-à-dire le validateur. Et c'est là qu'en français, du coup, on se trompe aussi. C'est l'approbateur en français. Le C, c'est la personne ou la partie prenante consultée, et le I, c'est informé. Donc déjà, dans un BRD, identifiez vos parties prenantes pour savoir lesquelles sont les réalisatrices, les approbatrices, je ne sais pas si on dit ça, les parties prenantes consultées et informées. Identifier vraiment clairement à ce niveau-là, pas forcément dans un détail très précis, on est encore à un niveau, on va dire, macroscopique, mais ça doit être précis. Une autre chose aussi super importante, utilisez un langage clair et non ambigu que tout le monde peut comprendre. Donc si vous devez employer des acronymes, si vous devez employer des définitions métiers parce qu'elles sont indispensables, parce que c'est tout simplement quelque chose qui est réellement métier, hein, c'est pas inventé par l'entreprise parce que je vous assure qu'il y a plein d'entreprises qui s'inventent des acronymes et des définitions. Donc si c'est indispensable, surtout vous les décrivez dans un glossaire. Donc le glossaire c'est un document que vous mettez soit en annexe des BRD, soit c'est un paragraphe que vous rajoutez dans les BRD où vous mettez acronymes et définitions
Pourquoi? Parce que même au sein d'une même communauté de contributeurs métiers, je peux vous assurer qu'un même terme, un même mot, une même acronyme ne veut pas dire la même chose. C'est assez étonnant, mais c'est vrai. Donc imaginez, quand en plus vous vous adressez à la maîtrise d'œuvre ou à des gens qui ne connaissent pas cette activité, là c'est sûr que c'est porte ouverte à toutes les ambiguïtés possibles imaginables, et donc ambiguïté égale hyper high, danger, 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 alerte rouge pour un business analyst. Voilà, donc langage clair, non ambigu le plus possible. Glossaire quand il y a des définitions des acronymes métiers qui interviennent dans la rédaction des SFD. BRD. Si je commence à vous dire les mauvais termes, au bateau. Un autre moyen pour écrire un bon Business Requirements Document, c'est d'utiliser des retours d'expérience. Alors les retours d'expérience, c'est quoi? C'est tout simplement des projets projets similaires, qui ont déjà eu lieu, soit dans la même organisation, soit en dehors. Et l'objectif d'utiliser ces retours d'expérience, c'est que ça permet de démarrer en fait votre processus de documentation, d'éllicitation, puisque vous allez plus ou moins vous rattacher à quelque chose qui a déjà été fait avant. Donc, comme ça a déjà été fait avant, comme il y a déjà eu des résultats, vous pouvez avoir une vision de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, que ce soit en termes qualitatifs ou en termes après purement de pilotage, de gestion des délais. Mais ça, c'est pas vraiment pour les BRD. Ensuite, une fois que vous avez retrouvé éventuellement des projets à peu près similaires, vous allez examiner la documentation de ces projets, puis vous allez vraiment réutiliser toutes les informations que vous allez y trouver pour identifier déjà les exigences métiers et tous les autres points clés en fait, à inclure dans votre propre Business Requirements Document. Et puis, un autre avantage d'utiliser le retour d'expérience, RETEX, le petit nom c'est RETEX, c'est que ça peut aider votre équipe à justifier certaines exigences sur la base de résultats positifs antérieurs. Donc il y a des fois, vous avez effectivement des besoins métiers et c'est pas forcément consensuel, même au niveau des contributeurs du client, de pouvoir retrouver ces exigences métiers dans d'autres projets et qui ont conduit à un succès, ça permet de les justifier. Voilà. 6e conseil, ça peut tomber sous le sens, mais je le redis quand même, faites valider le Business Requirements Document. Donc vous, en tant que business analyst, vous allez le rédiger. Mais bien entendu, il est crucial de le faire valider par les contributeurs métiers qui sont pertinents sur cette phase de validation pour ne pas passer à côté des exigences clés ou de risquer de laisser des erreurs critiques qui pourraient mettre votre projet sur la mauvaise voie. Donc surtout, pensez à planifier une phase de validation. Et ça peut parfois durer un peu de temps parce que vos contributeurs qui vont vérifier et valider, ils ne sont peut-être pas disponibles à l'instant où vous en avez besoin. Voilà, donc n'oubliez pas ça. Et puis, bien entendu, inclure des éléments visuels. Alors, il y a quelques années, les BRD, c'était des pavés, des pavés épais comme ça. Très très long à lire, et en fait plus on écrivait des documents épais et plus on était content parce que ça voulait dire qu'on avait bien bossé. C'est juste contre-intuitif quand on remet un document comme ça à son client ou à une équipe après côté maîtrise d'œuvre ou quoi. Imaginez-vous devoir lire un pavé comme ça. Le mieux, c'est quelque chose de léger mais qui condense l'information, et pour ça rien de mieux que des représentations visuelles. Une image vaut 1000 mots, donc usez, abusez des diagrammes et autres, parce que vraiment c'est quelque chose qui va vous permettre d'alléger déjà la documentation et surtout de lever énormément d'ambiguïté. Voilà. Après moi personnellement j'aime bien aussi pas que les diagrammes, j'aime bien le côté un peu ludique. En fait quand on est dans le cadre d'une entreprise, souvent on endosse un costard cravate, un masque de quelqu'un super sérieux, mais dans la vraie vie on aime bien les illustrations, on aime bien tout ce côté vraiment visuel, et il y a de plus en plus de logiciels en fait qui tiennent compte de ce besoin qu'on a d'avoir des illustrations, hein. On est des animaux visuels quand même, nous les humains, et qui font des super permettent de faire des diagrammes qui sont vraiment des belles illustrations et pas juste des trucs avec des lignes et des croix et des losanges, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à inclure tous ces éléments. Voilà, donc j'ai fini, 12h52, j'ai à peu près tenu mon délai. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, je vais regarder un peu le fil de discussion. Alors Philippe, on retrouve des éléments du business case déjà vus en live, à ce que je comprends.
Je comprends que budget calendrier, tu les veux pas ici, mais ça arrive effectivement. Oui, alors business case, alors c'est vrai que là, je vais trop déraper si je parle du business case, mais effectivement, le business case, enfin, c'est pas la même chose. Business case, on est déjà solution quand même, hein. On est déjà solution, donc c'est encore autre chose. Mais effectivement, document de cadrage, business case, étude d'opportunité, il y a souvent des documents comme ça qui ont des termes différents et qui reprennent une partie des éléments. C'est juste l'objectif. Il faut vraiment voir l'objectif qu'on veut poursuivre. Dans le BRD, c'est recueillir la vision et la vision métier et les exigences métiers. Voilà, c'est le fil rouge. Après, donc, si l'ERP est connu au moment de la rédaction de la BRD, est-ce que la description de la solution dans le BRD doit tenir compte du fonctionnement standard de l'ERP ou ne pas en tenir compte? Donc là, tu es en train de me dire si on connaît déjà la solution ERP. Alors, dans la vraie vie, c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent, le client dit « je veux avoir JD Edwards, je veux avoir SAP, Dynamics et tout ça ». Mais en fait, c'est ça aussi qui conduit à l'échec des projets de système d'information. C'est qu'on n'aura pas étudié le besoin métier derrière. C'est vraiment... c'est pas pour rien qu'il y a 71% de taux d'échec des projets de système d'information. C'est à cause de ce que tu m'écris, cette confusion entre le besoin métier et la solution. Donc normalement, franchement, tu ne devrais pas mettre des fonctionnalités dans un BRD. Si le template de ton entreprise te demande de mettre ça, c'est que ce n'est pas vraiment des BRD. Donc il faut simplement avoir en tête que l'objectif de ce document, ça va être peut-être aussi un document de base pour la conception fonctionnelle. Et donc il faut aussi le penser comme un outil qui va servir à la conception fonctionnelle. Et là, après, il y a d'autres contraintes, parce que quand tu veux rédiger un bon document, une bonne spécification fonctionnelle détaillée, il y a plein d'autres contraintes à prendre en compte que je n'ai pas abordées dans ce sujet-là. Et donc, c'est un document hybride. Et moi, pour moi, le document hybride, c'est dangereux. Donc, je ne suis pas du tout partisane de mélanger les deux. Après, tu parles de... Je termine quand même là-dessus. Tu dis, est-ce que la description de la solution dans le BRD doit tenir compte du fonctionnement standard de l'ERP? On peut le tourner d'une autre manière. On peut le tourner non pas en termes de fonctionnalité, mais en termes de besoin. Par exemple, le besoin métier, c'est d'avoir une base commune, une base de données commune qui, sans interface, en fait, qui fluidifie les échanges de données entre les différents départements d'entreprise. Donc ça, c'est on va dire, c'est une définition de base de l'ERP. L'ERP, c'est la base de données commune et qui permet à différents départements d'entreprise de travailler sur un référentiel commun. Donc tu peux tourner un petit peu cette fonctionnalité de l'ERP en besoin métier. Comme ça, tu peux vérifier que c'est bien ça qu'ils veulent. Est-ce qu'effectivement c'est bien ça qu'ils veulent? Ça se trouve, le client il va dire non, mais moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des interfaces avec d'autres systèmes externes. Et là, tu auras peut-être mis le doigt sur peut-être une erreur de choix. Voilà. Ensuite, Aïchatou, bonjour. As-tu des exemples de KPI pour une solution comptable achat? Donc ça, tu parles de la partie mesure de contrôle de la qualité. Tu me poses un peu une colle. Alors, c'est pas une colle, je pourrais te répondre. Le seul problème, c'est que c'est contextualisé, en fait. Ces KPI-là, ils sont vraiment contextualisés. Donc, te répondre comme ça, j'aurais pas envie de t'induire en erreur. Et j'ai trop peu d'informations pour te répondre. Mais ça pourrait vouloir... Qu'est-ce que ça pourrait être J'essaie de trouver des idées. Mettons que la solution comptable, elle doit être capable de traiter, je sais pas, 1 million de lignes de factures. C'est une grosse entreprise, j'ai déjà eu le cas. 1 million de lignes de factures, donc sachant que au niveau de la base de données, c'est pas juste des lignes comme on peut le voir écrit sur un document, c'est souvent démultiplié. Donc la solution comptable devrait traiter 1 million de lignes. Ton KPI, ça peut être justement ça, c'est le pourcentage, le nombre de lignes traitées par la solution en un jour ou en 24 heures, ou je sais pas. Ça pourrait être aussi une question de performance. Est-ce que on est capable de traiter 1 million de lignes en moins de, je sais pas, 5 minutes, quoi. Par exemple, s'il y a un batch qui tourne, ça peut être ça des KPI. Tout simplement.
Mais là, encore une fois, je ne peux pas te répondre de manière précise parce que je ne connais pas le contexte et c'est, encore une fois, ça se rapporte à un besoin précis. Et c'est ça, en fait, les KPI, il y a vraiment des consultants et des business analysts qui sont pris en mission uniquement pour réfléchir aux KPI pertinents à mettre en place dans l'entreprise. Il y en a, c'est vraiment une mission qui peut durer des mois parfois. Ça dépend de la complexité du sujet de l'entreprise. Voilà, donc pas d'autres questions, j'espère que j'ai été claire à nouveau. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer vos questions par mail, par Messenger, par commentaire, par tout ce que vous voulez. Je suis facilement joignable pour que je puisse de mon côté préparer des lives ultérieurs. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, voilà, pour faire connaître un petit peu tous ces sujets et faire passer les bonnes pratiques auprès des business analysts, des chefs de projet aussi, des clients qui ne sont pas suffisamment formés et informés, super important. Vous savez que c'est, si vous connaissez un petit peu maintenant, vous savez que c'est un peu ma bataille, c'est faire connaître l'analyse métier pour qu'on arrête d'avoir des non-sens sur les projets de système d'information et que la plus-value du business analyst, elle serve à quelque chose, voilà, que ça ne soit pas juste un exécutant. Voilà, donc le prochain live, la semaine prochaine, après j'aurai une petite pause estivale et le sujet ça va être peut-on être à la fois chef de projet et business analyst. Vaste sujet, vaste débat je dirais même. Je vous remercie de votre présence à ce live et puis 13h, bon j'ai complètement explosé mon délai, voilà 3/4 d'heure, mais j'espère que je vous ai apporté plein d'informations. Bon appétit si vous êtes sur le même fuseau horaire que moi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour celles et ceux qui seront là. Sinon, c'est du replay sur Facebook et sur YouTube. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.